Dans l'imaginaire collectif, l'horreur des camps de concentration de l'Allemagne nazie est étroitement liée à l'image de l'homme en uniforme noir, le garde SS. Pourtant, une autre réalité plus sournoise se cache derrière ces barbelés. Des milliers de femmes, souvent jeunes et inexpérimentées, ont également joué un rôle actif dans cette machine de mort. Enrôlées dans les SS féminines, elles ont été endoctrinées, entraînées à la violence et envoyées dans les camps de concentration. Avec un visage angélique, elles incarnaient une perversion de la féminité, exerçant une terreur insoupçonnée sur les prisonniers. Qui étaient ces filles du Reich ? Comment ont-elles pu se transformer en bourreaux ? Était-ce par conviction idéologique, par simple soumission à l'autorité ou par un mélange des deux ? Retour sur l'histoire des gardiennes de camp et sur leur sort après la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'ombre des barbelés, ces femmes qu'on oublie. Comme je le dis en début, et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des camps de concentration, en quelques mots, on y retient le grand Hitler, les hommes en uniforme noir, avec une chemise gris pâle, une cravate noire et une casquette ornée d'un crâne argenté. Mais aussi les barbelés, des crématoriums, des visages amaigris. Mais pas que, il y avait aussi des femmes au cœur de cet enfer. Pas des victimes cette fois, mais des bourreaux, des femmes en uniforme, armées de fouets et de pistolets, qui infligeaient d'atroces souffrances aux prisonniers. Pensez-y un instant, une jeune femme, le visage encore enfantin, brandissant un fouet avec une assurance déconcertante. Elle qui aurait pu être votre voisine, votre sœur, votre amie. Et pourtant, là, dans ce contexte de folie, elle devient un rouage essentiel de la machine de mort nazie. On les a appelées les filles du Reich, des jeunes femmes recrutées par les SS, séduites par l'idéologie nazie ou simplement par le désir de sortir de leurs conditions. Elles ont été transformées en véritables instruments de torture, exécutant les ordres les plus barbares avec une froideur glaçante. Mais qui étaient-elles vraiment ? Des monstres nés ou des victimes d'un système pervers ? Derrière chaque uniforme, il y a un visage, une histoire, une vie. Et même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une part d'humanité qui subsiste. Les anges de la mort, la terreur derrière l'uniforme. Les femmes gardiennes de camps de concentration n'étaient pas seulement des rouages anonymes de la machine nazie. Elles avaient leur propre motivation, leur propre parcours, souvent complexe. Recrutées par le Reich dans une période de bouleversement, elles sont devenues des figures de cruauté. Leur transformation, bien qu'incompréhensible à première vue, résulte d'un endoctrinement implacable et d'un régime qui exploitait les aspirations personnelles pour en faire des armes humaines. Parmi elles, Irma Grese, souvent surnommée l'hyène de Belsen, gardienne dans plusieurs camps d'extermination. Jeune, belle et charismatique, elle rejoint les SS à seulement 19 ans. Comment cette si jeune femme, qui je rappelle a commencé à travailler dans les camps à 19 ans, qui se rêvait infirmière, s'est-elle transformée si vite, si bien en bourreau ? Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Adolphe, le disait lui-même « Les hommes organisent l'existence, les femmes les soutiennent et appliquent leurs décisions ». Sous le régime nazi, les Allemandes deviennent cadres au sein de la Gestapo, secrétaires, enseignantes, infirmières ou gardiennes de camps de concentration. Et dans ce système sexiste, misogyne, elles ont bien l'intention de montrer qu'elles peuvent être aussi violentes et perverses que leurs collègues masculins. Cela semble en tout cas avoir été l'ambition de la jeune Irma Grese, dont la cruauté a marqué l'histoire. Gardienne dans plusieurs camps, elle est notamment surnommée l'ange blond d'Auschwitz ou la hyène d'Auschwitz. On la décrit comme une femme brutale, sadique, perverse. Elle est l'une des rares femmes à avoir été jugée pour son implication dans les camps de concentration, ce qui lui vaudra d'être exécutée en 1945 à l'âge de 22 ans. On reviendra sur son exécution dans quelques minutes. Grese n'était pas née pour devenir un monstre, mais le Reich, en exploitant la naïveté et les rêves de ces jeunes femmes, a déformé leur humanité jusqu'à l'effacer totalement. Maria Mandel, surnommée la Bête, suivit un parcours similaire. Elle commença comme une simple ouvrière avant de gravir les échelons du système concentrationnaire nazi. De Ravensbrück à Auschwitz, elle supervisait la mort de milliers de femmes et d'enfants, n'hésitant pas à infliger des punitions particulièrement brutales. Un autre exemple est celui de Johanna Langfeld, qui quant à elle, représentait un autre type de gardienne. Plus modérée, elle ne s'enflammait pas dans des accès de violence comme Grese ou Mandel, mais elle a néanmoins participé activement à l'organisation du système concentrationnaire. Langfeld croyait dur comme fer aux idéaux nazis. Bien qu'elle ait évité certains des comportements sadiques de ses collègues, son rôle dans la sélection et l'élimination des prisonniers reste tout aussi répréhensible. Comme l'a surnommée en certains auteurs, elle était une administratrice efficace de la mort. Enfin, Hermine Braunsteiner, la première femme nazie à être extradée des États-Unis pour crimes de guerre, complète ce sombre tableau. Gardienne à Majdanek, elle était connue pour ses coups de botte mortels.
Braunsteiner, issu d'un milieu modeste, trouva dans son poste de gardienne une forme de reconnaissance sociale et de pouvoir. Des actes et abus ne sont pas sans conséquences. Jugée par l'histoire, la chute brutale des filles du Reich. Leur ascension n'était qu'une illusion. À la fin de la guerre, les rôles se sont inversés. Les jugements sont tombés, tout comme les masques. Irma Gress, celle qui avait régné avec terreur, n'était plus qu'une jeune femme face à la justice. À 22 ans, elle fut pendue pour ses crimes. Elle n'avait que quelques mots à dire avant de mourir, Schnell, demandant à ce que son exécution soit rapide. Ce fut le même sort pour Maria Mandel, dont le sang-froid et l'efficacité dans les camps ne lui valurent aucune clémence. Braunsteiner, qui avait fui en Amérique, fut finalement extradé pour répondre de ses actes. Profitons des minutes restantes pour revenir sur le parcours d'Irma, depuis sa vie avant enrôlement à son jugement. Née le 7 octobre 1923 à Wrechen, elle suit un parcours classique pour une jeune fille de ce milieu très rural et peu éduquée. Elle fête ses 16 ans en 1939, un mois à peine après l'entrée des troupes d'Adolf Hitler en Pologne et le début de la Seconde Guerre mondiale. Le système d'endoctrinement et de propagande bat alors son plein en Allemagne. Avec sa sœur, elles veulent adhérer à la branche féminine des jeunesses hitlériennes, le Bund Deutscher Mädel, connu sous l'acronyme BDM, bien que leur père ait toujours refusé. Il n'a de toute manière pas vraiment le choix. Dès 1936, cette adhésion devient obligatoire et à partir de 1939, les jeunes Allemands et Allemandes qui cherchent à s'y soustraire sont pénalement poursuivis. Est-ce par idéologie politique qu'Irma Gress tient à s'inscrire au BDM, ou plutôt à cause du discours assez flatteur des organisations nazies auprès de cette jeunesse rurale à laquelle personne ne s'est jamais vraiment intéressé? Car l'endoctrinement des jeunes est une dimension fondamentale de l'ambition nazie. Concrètement, pour Irma Gress et tant d'autres jeunes filles, être au BDM consiste à participer 2, 3 ou 4 fois par semaine à des réunions qui sont structurées autour d'activités diverses comme le bricolage, la couture, la cuisine, le chant ou la gymnastique. Les objectifs du régime pour les femmes sont très précis. Au-delà d'être racialement pures, elles doivent surtout être loyales et obéissantes à leur mari et au Reich. Irma Gress, elle, aimerait devenir infirmière. Avant d'avoir un mari et des enfants, elle se verrait bien travailler dans un hôpital, servir à quelque chose, aider les gens, mais elle n'est pas libre de choisir. En la matière, c'est le Reichsarbeitsdienst, le service du travail du Reich en français, qui décide. Il permet surtout au régime d'organiser et de répartir les forces de travail en fonction des besoins. Après avoir enchaîné les petits boulots agricoles, Irma Gress obtient un poste d'aide-soignante dans un sanatorium dans la province de Brandebourg. Pour l'adolescente, cette place est une aubaine. Elle l'éloigne de la ferme et la rapproche d'un potentiel poste d'infirmière. Elle reste près de 2 ans dans cet hôpital, entre 1940 et 1942. Elle fait une première demande auprès de l'administration pour intégrer l'école des infirmières. Refus. Quelques mois plus tard, elle retente. Second refus. Sans doute que le Reich a d'autres plans pour les jeunes filles comme elle, qui n'ont pas fait d'études et viennent du monde paysan. Irma Gress est donc renvoyée d'où elle vient, c'est-à-dire dans une ferme, pour y officier en tant qu'aide laitière. L'histoire aurait pu s'arrêter là si cette ferme n'avait pas été à quelques kilomètres de Ravensbrück et de son camp de concentration. Car c'est en travaillant à la laiterie qu'Irma Gress apprit que le Reich est activement à la recherche de jeunes femmes volontaires pour travailler dans les camps. Certes, la fiche de poste n'est pas très claire, mais aucun diplôme n'est requis et la formation est prise en charge. En réalité, les postes de gardienne et de surveillante de camp s'adressent à des profils exactement comme celui d'Irma Gress. Les nazis recherchent des femmes jeunes, plutôt peu éduquées, issues de milieux suffisamment populaires pour qu'elles soient attirées par les avantages matériels et financiers proposés. Pour une jeune fille comme Irma, avoir un logement à soi, un salaire correct, son indépendance, des gens sous sa responsabilité, un uniforme même, c'est inespéré. Alors, à 18 ans, elle postule à la formation de SS Helferinnen à Ravensbrück. Cette fois-ci, elle est admise. Elle emménage dans le camp en juin 1942. Une fois là, Irma Gress découvre la violence, mais aussi le pouvoir, l'obéissance, l'impunité. C'est un bourreau qui est en train d'éclore en cet été 1942. Elle se fond parfaitement dans cette atmosphère concentrationnaire et fait rapidement sienne les règles qui régissent le camp de Ravensbrück. Au début, ses responsabilités ne sont pas très importantes. Elle apprend des méthodes pour gérer les prisonnières, appréhender les situations de conflit ou de désobéissance, obtenir le respect.
C'est à Auschwitz qu'elle se transforme véritablement en tortionnaire. Elle y est transférée en mars 1943. Elle a 20 ans. Et si Ravensbrück était un endroit violent, Auschwitz est synonyme d'un basculement dans l'horreur. La jeune femme comprend que dans ce système, faire preuve d'une cruauté zélée peut aider à obtenir le respect de ses collègues, mais aussi celui de sa hiérarchie. Elle grimpe vite les échelons, jusqu'à devenir responsable d'une partie des prisonnières, celle du camp C. À ce moment-là, elle a 30 000 détenus sous sa responsabilité, ou plutôt à sa merci. C'est la numéro 2 de la hiérarchie concentrationnaire, du côté féminin. Elle a 22 ans. Pendant qu'elle poursuit sa carrière criminelle, la guerre évolue. À partir de 1944, la progression des Alliés contraint les Allemands à reculer, à déplacer les déportés et les prisonniers de plus en plus à l'est. D'abord à Auschwitz, puis dans le camp de Bergen-Belsen, qui devient rapidement surpeuplé. C'est là qu'Irma Grese est envoyée. Elle est arrêtée par les militaires britanniques à la libération du camp quelques semaines plus tard. Durant son procès, qui a débuté le 17 septembre 1945, de nombreuses rescapées des camps de Ravensbrück, Auschwitz et Bergen-Belsen viennent témoigner contre leur ancienne gardienne. Les récits sont terrifiants. Alors que dans le tribunal, l'Assemblée est épouvantée par les descriptions qui sont faites de ces actes de cruauté, Irma Grese ne réagit pas. Elle reste parfaitement stoïque. Sa défense n'est pas vraiment différente de celle pratiquée par la plupart des autres gardiennes. Elle repose sur le principe suivant, une déresponsabilisation individuelle et une incrimination des supérieurs hiérarchiques. En d'autres termes, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Dans un premier temps, si la jeune femme reconnaît quelques comportements violents, elle nie tout acte de brutalité émanant de son initiative individuelle, et ce, avec un aplomb assez déconcertant. C'est la plus jeune des accusées, elle risque la peine de mort, et pourtant, elle se comporte avec une assurance déroutante, comme si elle conservait l'impunité qui lui était allouée dans le camp, comme s'il n'y avait aucune chance qu'on puisse la déclarer coupable. Mais au fur et à mesure que les jours passent, que les témoignages se multiplient, quelque chose change dans sa posture. Peut-être a-t-elle pris conscience du risque qu'elle court, peut-être qu'on lui a conseillé d'adoucir un peu son ton. Au-delà des violences, des tortures et même des meurtres, c'est surtout son rôle, son implication dans le génocide juif qui va sceller son sort. Les historiens et historiennes évaluent aujourd'hui à un peu plus de 4000 le nombre de femmes gardiennes dans les camps nazis, mais quelques dizaines à peine ont été jugées, et il a fallu attendre les années 1990 pour que l'on commence à s'intéresser, à questionner le rôle des femmes dans le Reich et dans l'Holocauste. Dites-moi qu'en pensez-vous? C'est un sujet troublant qui continue de hanter les mémoires, mais ce qui est certain, c'est que leurs actes ne doivent jamais être oubliés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir plongé dans cette histoire avec nous. Si vous avez des pensées, des réflexions, n'hésitez pas à réagir en commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo.